C'est qui? C'est Saint-Jean-Baptiste de la Salle. On voit pas. Il y a un piège, hein. Il y a Saint-Jean-Baptiste de la Salle. En premier. Et l'autre, c'est pas Et c'est aussi Saint-Jean-Baptiste de la Salle, mais en photo. Ouais. On y va. On est reparti. Ben, on vient tous d'un lycée qui a été créé par Jean-Baptiste de la Salle. Il y a plusieurs personnes qui viennent de différents collèges et on est dans des groupes et on essaye de faire connaissance tous ensemble. De quoi? Une carte. Une carte. Et j'ai des drapeaux et des noms de lieux. Il faut les mettre sur la carte. Je connaissais qu'une personne, Clémence, qui est dans ma classe. Et tout le reste, on ne se connaissait pas. Mais durant le long du chemin, on a fait connaissance, on s'est parlé. Tout le monde est sympa, on s'entend bien. Quand même. Bolivie. Bolivie. Dans la vie de tous les jours, vraiment, on s'en rend peut-être pas compte. Parce que juste, on vit. Mais vivre avec Jean-Baptiste de la Salle, avec son enseignement, on le ressent au fond de nous et je pense que c'est important. Bonjour à tous, nous sommes ici à l'abri du pèlerin du sanctuaire Notre-Dame de Liesse où en 1684, avec les 12 premiers frères des écoles chrétiennes, eh bien Jean-Baptiste de la Salle est venu ici consacrer à la Vierge Noire, la petite communauté qu'il avait fondée quelques années auparavant. Il y a 300 ans, Jean-Baptiste de la Salle, fondateur du réseau lassalien et des frères des écoles chrétiennes, décédait. Mais aujourd'hui, le charisme lassalien est bien vivant, présent dans 78 pays du monde avec plus d'1 million d'élèves, 4500 frères des écoles chrétiennes et 90 000 collaborateurs laïcs travaillent pour transmettre une éducation bien particulière, propre au charisme lassalien. Pour ce nouveau numéro Dehors les murs, nous avons voulu partir à la rencontre de ce charisme lassalien pour bien comprendre comment il est vécu aujourd'hui sur le terrain. Alors les premiers jeunes qui marchaient viennent d'arriver, on vient de les entendre sur ce qu'ils percevaient eux du charisme lassalien. Alors pour bien comprendre cet état d'esprit, il nous faut faire un bref retour en arrière sur la figure de Jean-Baptiste de la Salle. Alors direction Reims, à l'hôtel particulier de la famille de la Salle, c'est là que tout a commencé. Jean-Baptiste est connu pour être le fondateur des Frères des écoles chrétiennes, qui est actuellement encore la congrégation catholique enseignante la plus nombreuse au monde. Il est né à Reims au milieu du XVIIe siècle, en 1651, dans l'élite sociale. Dans cette maison qu'on appelle l'hôtel de la Salle, Jean-Baptiste s'est trouvé en fait l'aîné d'une fratrie de 7 garçons et filles. La famille est une famille très religieuse, très chrétienne, catholique. Il appartient complètement à ce courant qu'on appelle au XVIIe siècle le courant dévot, qui est illustré par la Compagnie du Saint-Sacrement. Il est tout à fait dans cet esprit-là, c'est-à-dire des hommes et des femmes de l'élite sociale, des hautes classes de la société, sincèrement pieux, sincèrement croyants, et convaincus qu'ils ont un rôle à jouer pour la conversion de la société. Et il était programmé pour être au moins un illustre chanoine de la cathédrale de Reims, peut-être un grand vicaire de l'archevêque de Reims, et puis à partir de là, peut-être un jour évêque. C'était pas impossible. Sa spiritualité, celle qu'on peut appeler la spiritualité lassalienne, sera éminemment liée à l'engagement et la rencontre de Jésus dans l'autre, le petit, le jeune, le pauvre. Il va faire une rencontre aussi très importante qui va déterminer le cours de sa vie en 1679, celle d'un maître d'école venant de Rouen, M. Adrien Niel. Il vient à Reims pour ouvrir des écoles de charité, des écoles gratuites pour les pauvres. Jean-Baptiste, qui connaît bien le milieu rémois, qui a ses entrées dans ce milieu, va aider Adrien Niel à ouvrir des écoles de charité. Et Jean-Baptiste de la Salle se fait la réflexion suivante: si on n'aide pas les maîtres, si on ne les prend pas en charge, ils vont abandonner les uns après les autres et les écoles vont fermer. Donc c'est le grand tournant de la vie de Jean-Baptiste de la Salle. Il a 30-31 ans. Il va se consacrer
à la formation des maîtres. Il va renoncer à ses biens, il va quitter le monde dans lequel il est et il va faire une conversion au monde des pauvres. Il va distribuer ses biens en profitant d'une famine et cela va lui permettre de pouvoir dire au maître « Nous faisons confiance à la providence. Dieu a besoin de nous. » Chez lui, le Christ, c'est vraiment le Fils du Père, celui qui s'est fait l'un d'entre nous. Et la manière dont il en parle, c'est toujours accepter de vivre avec le Christ jusqu'à la croix. Et il le dira aux frères, il faut que pour les enfants qui vous sont confiés, vous soyez prêts, le cas échéant, à donner votre vie pour eux. Jean-Baptiste, il a fait la synthèse d'expériences diverses. Le principe de la gratuité, il ne l'a pas inventé. Le principe même de faire l'école aux enfants en français et de ne pas commencer par leur apprendre le latin, il ne l'a pas non plus inventé. Mais ce qu'il a inventé, c'est une organisation globale. Ce qu'il a mis au point, c'est une organisation globale. Et quand on dit « il l'a inventé », il faut dire « il l'a inventé avec les frères ». Je pense que chez lui, ce qui est loin d'être partagé à son époque comme idée, mais qu'un enfant a un développement et que l'éducation doit suivre le développement de l'enfant. Le principe, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, c'est que le maître s'occupe des élèves successivement. Déjà, certaines expériences, et notamment avec Pierre Fourier en Lorraine et la Congrégation Notre-Dame, on met les élèves derrière des tables et dans des rangées. Mais c'est loin d'être généralisé. Jean-Baptiste généralise cela. Et il organise la classe en rang en fonction de la progression des élèves. Mais la progression des élèves est individuelle. Donc à la fois un enseignement simultané, mais un enseignement individualisé. C'est ce qui, pour la pédagogie actuelle, est encore riche d'enseignements. Qu'il va mourir à 68 ans de vieillesse. Quand il est mort, l'œuvre a continué. Il le dit aux frères, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas votre œuvre. Vous marchez dans la foi et vous donnez foi et zèle. Soyez des frères entre vous et avec les enfants. C'était il y a donc 300 ans et aujourd'hui nous commémorons ce tricentenaire ici à Notre-Dame de Liesse. Est avec nous aujourd'hui frère Jean-Paul Alette. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été provincial des frères des écoles chrétiennes pendant 8 ans et jusqu'à l'année dernière. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que la spiritualité de Saint Jean-Baptiste de La Salle vous accompagne, vous frères et tous les éducateurs au fond du réseau La Salle? Alors, vous employez le mot de spiritualité, il est bien sûr très très bien choisi, il est un petit peu difficile à comprendre et expliciter, mais ce que je voudrais souligner, c'est que De La Salle nous invite dans notre métier, dans nos engagements, tous les jours à en quelque sorte rencontrer la personne de Jésus dans le texte des évangiles, c'est-à-dire à faire vivre au fond l'évangile à travers ce que nous sommes, ce que nous faisons et ce que nous disons également aux jeunes ou aux moins jeunes que nous rencontrons. Et il y a chez lui un rappel qui est constant, qui est un peu en quelque sorte un appel au partage, à la relecture justement de la mission et à la prière, une prière contemplative aussi, un peu prolongée, dans laquelle l'éducateur lassalien se remet en quelque sorte à l'écoute de l'Esprit Saint pour se rendre vraiment disponible sur le terrain qu'il rencontre avec des pauvretés, ses collègues dans un cadre communautaire, mais aussi son métier et les pédagogies qu'il met en œuvre. Si vous pouviez résumer les intuitions qu'il a eues, le charisme, dans le contexte dans lequel il vivait, qu'est-ce que vous nous diriez ? Alors la première chose que je voudrais souligner dans ces intuitions fondamentales, c'est que De La Salle s'est très vite entouré d'une équipe de jeunes maîtres, jeunes professeurs, avec lesquels il a formé un embryon de communautés religieuses, de communautés éducatives. Et ce qui est très intéressant, c'est que si nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame de Liesse, c'est que De La Salle, après avoir pendant quelques mois vécu avec ses premiers maîtres pour poser les premiers jalons de cette communauté éducative, vient ici
remercier, rendre grâce, mais aussi confier à Notre-Dame sa fondation naissante. J'insiste beaucoup sur cette dimension communautaire. Qu'est-ce qui était révolutionnaire à l'époque dans ces intuitions ? Peut-être que ce qui était révolutionnaire, c'est que ces hommes, en fait, n'étaient pas destinés à devenir prêtres, à suivre comme pour lui la voie du sacerdoce, mais qu'il voulait que ces hommes, en se consacrant à Dieu totalement, soient eux-mêmes aussi consacrés totalement à l'œuvre d'éducation. Et il dit dans ses méditations que les maîtres, les premiers frères, sont en quelque sorte des ministre de l'éducation humaine et chrétienne. Parce qu'il y avait un contexte particulier à l'époque, notamment tous les enfants ne pouvaient aller à l'école. Alors, c'est vrai aussi qu'à son époque, il se rend compte que la majorité des enfants, disons du milieu populaire, des enfants des rues, mais aussi des enfants, des fils des artisans, n'ont pas la capacité d'aller à l'école, d'être instruits et surtout, après avoir été instruits, d'avoir un métier et de rentrer dans la société pour être tout à la fois bons citoyens et bons chrétiens. Alors 300 ans plus tard, aujourd'hui là vous êtes dans une école dans l'Essonne, dans le 91. En quoi les intuitions et le charisme de Jean-Baptiste de La Salle, eh bien au fond il est toujours d'actualité? Je soulignerai 2 points. D'une part, l'attention que nous portons à l'égard de toutes les pauvretés que nous pouvons rencontrer auprès des jeunes avec lesquels nous passons nos journées d'enseignement, de sport, de loisirs, de culture. Quelles sont-elles aujourd'hui justement, ces Alors, pauvretés ? des pauvretés qui peuvent être, pour certaines institutions, des pauvretés proprement matérielles, des difficultés, disons peut-être d'ordre économique pour des familles, mais aussi des pauvretés d'ordre moral et spirituel. On sent chez beaucoup de jeunes un petit peu comme une recherche de donner un sens à leur vie. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner, après le mot pauvreté, c'est le mot fraternité. La proximité, la bonne distance que De La Salle nous invite à avoir vis-à-vis des jeunes. Nous ne sommes ni des supérieurs, ni des copains, mais nous sommes un peu avec eux comme des frères aînés. Alors, est-ce que ce charisme de Jean-Baptiste de La Salle, il a évolué pendant ces 300 ans? Est-ce qu'au fond, pendant 300 ans, vous avez toujours été des frères aînés? Alors, je pense que nous avons toujours été des frères aînés, mais si nous voulons parler d'évolution, effectivement, ce qui est très important, c'est que dans le contexte ecclésial de l'après-concile Vatican II, il y a un très très large mouvement au sein de l'Institut pour associer avec les religieux frères des laïcs qui, avec nous, se consacrent à cette mission d'éducation. Et notamment, par exemple, dans notre région, district, comme nous disons, de France, Grèce et Suisse, pour ne pas les oublier, naissent actuellement des fraternités de frères et de laïcs. On y reviendra tout à l'heure au cours de cette émission. Peut-être revenir sur ce charisme de Jean-Baptiste de La Salle. Aujourd'hui, comment il est mis à l'œuvre dans les écoles? Alors, je crois qu'il est mis à l'œuvre essentiellement à travers le travail d'actualisation qui se fait et de réinterprétation du charisme des origines à travers les textes du fondateur et la formation dispensée auprès des frères et des laïcs dans le cadre de notre centre de formation où nous cherchons justement comment être fidèles à cette intuition à la fois de promotion sociale, de développement spirituel, d'attention aux pauvretés et de fraternité non seulement entre les adultes, mais les adultes avec les jeunes. Frère Jean-Paul Alette, merci beaucoup. Merci. C'est que plutôt que de me dire ce que tu veux faire plus tard, moi je voudrais bien que tu me dises c'est quoi le verbe de ta vie. Ça veut dire quand tu relis ton histoire, qu'est-ce que tu as fait, quelles sont tes expériences qui t'ont rendu heureux ou heureuse.
Alors nous nous retrouvons à l'abri du Pèlerin au sanctuaire Notre-Dame de Liesse où les jeunes prennent un temps de repos, ils se restaurent, ils écoutent de la musique, ils parlent sport. Bref, ça n'aurait absolument pas déplu à Jean-Baptiste de Lassalle que désormais vous connaissez un petit peu mieux grâce à notre reportage. Jean-Baptiste de Lassalle qui portait deux intuitions particulièrement caractéristiques. La première, l'école pour tous et pour chacun, à savoir la question de l'éducation pour les riches et pour les pauvres. Et la deuxième, la question de l'éducation intégrale. Alors pour bien comprendre comment se déploient aujourd'hui ces deux intuitions de Jean-Baptiste de Lassalle, nous sommes allés dans différents établissements. Je vous propose de découvrir. Dans cette entreprise dijonnaise de développement de logiciels, Alban mène déjà presque une vie de salarié à peine 22 ans. Ce développeur informatique a cependant une particularité, il ne vient en entreprise qu'une semaine sur deux, puisqu'il est en contrat d'alternance. Une aubaine pour ce jeune bourguignon. Un BTS en informatique en poche, l'alternance était le seul moyen pour lui de poursuivre ses études. Les études, ça peut être cher et que du coup, le salaire offre quand même la possibilité de pouvoir vivre en ville et de pouvoir continuer ses études. Ça m'a aussi ouvert sur comment était une entreprise et à comment on travaille dedans. Car en stage, on n'a pas vraiment le temps de s'impliquer dans une entreprise et l'alternance nous permet justement de nous engager. Un engagement qui concerne le salarié, mais aussi l'entreprise qui s'engage sur du long terme avec ses jeunes actifs. Pour le patron de cette société, ancien de l'école d'ingénieurs Lassalle de Beauvais, le contrat passé avec l'école Saint-Joseph-Lassalle où étudie Alban est bien plus qu'un échange de bons procédés et est loin d'être un hasard. On a un vrai partenariat, on a des gens qui sont à l'écoute, qui ont envie de comprendre nos besoins et qui travaillent vraiment sur l'homme. Je crois que ce qui est important, c'est de les faire, c'est de leur apporter la maturité. Quand on sort du bac, on est encore très jeune. Et quand on sort 5 ans après pour aller dans l'entreprise, il faut qu'on ait entre-temps construit un bonhomme, quoi. Adapter les jeunes à l'entreprise, c'est justement le mot d'ordre du groupe Saint-Joseph-Lassalle de Dijon. Quand Alban n'est pas formé dans son entreprise, il est à l'Institut d'enseignement supérieur du groupe de cette école, en première année de master. L'établissement l'accompagne 7 fois pour compléter ses connaissances avec des professeurs. Et là aussi, l'école s'adapte pour permettre l'insertion de ses futurs actifs. Je me sens bien accompagné, que ce soit par les professeurs qui sont souvent des intervenants, donc qui ont une expérience en entreprise et du travail de la vie en entreprise. Les cours sont intéressants et instructifs. Et cela me permet aussi d'avoir l'expérience qu'on nous demande généralement au début de recherche d'emploi. De la section maternelle à la recherche d'emploi, le groupe Saint-Joseph suit de très près ces 3000 jeunes scolarisés. Et pour ces sections lycéennes et supérieures, rien n'est laissé au hasard pour permettre l'insertion professionnelle. C'est un défi permanent de devoir s'adapter en fait, aux évolutions de la société, mais que ce soit du côté des élèves comme du côté aussi des entreprises. Tous mes élèves, je les connais par leur prénom et je sais qui ils sont. Et on a à cœur de marquer un regard particulier sur chacun et de proposer donc une formation qui soit adaptée à chacun. Connaître les besoins de chacun de ses élèves, c'est aussi ouvrir des perspectives à des jeunes qui ont choisi la voie de l'artisanat. C'est cette prise en charge toute particulière qui a permis à Andrea, jeune apprentie de 18 ans, de trouver sa voie. Après une formation en menuiserie bois, elle a décidé de s'orienter vers la menuiserie aluminium. Andrea a alors eu des difficultés à trouver un établissement proposant l'alternance dans son secteur. Et c'est ici qu'elle a enfin pu trouver une formation répondant à ses attentes. Pour moi, c'était intéressant parce que j'ai voulu, déjà comme j'ai eu 18 ans, je voulais quand même avoir un minimum de salaire. Après, moi, l'école, c'était pas trop mon fort et je préférais quand même être beaucoup plus en apprentissage, enfin être chez le patron qu'à l'école. Je pensais qu'au début, j'allais regretter, moi, parce que c'était loin, etc. Et puis au final, je me sens bien ici, dans ce lycée. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de filles, mais... Avec seulement 2,5% de filles au sein de ce lycée professionnel, la population du centre Saint-Joseph-Lassalle tend tout de même à évoluer. Mais ce qu'il reste surtout de l'esprit lassallien ici, c'est la volonté d'adapter la jeunesse au monde qui l'attend. Un état d'esprit payant. À Saint-Joseph, 80% des étudiants des lycées professionnels et 100% des jeunes en alternance trouvent un emploi à la sortie de leur formation.
on l'a compris, l'une des forces du réseau lassalien, c'est de proposer des filières techniques, des filières générales ou des formations en alternance. Et dans toutes ces filières, un point commun, l'éducation intégrale de la personne. Alors, pour bien comprendre ce que cela signifie, nous nous sommes rendus dans un internat où l'éducation des jeunes revêt de multiples aspects. Chaque matin, dans ce collège-lycée assez unique implanté au cœur de la campagne gersoise, les jeunes se succèdent devant le bureau des éducateurs référents. Et qu'est-ce que t'as fait? Hier, en tombant... On t'amusait avec un camarade. Voilà, et je suis tombée. Il faudra faire des radios. Ouais, quand je ferai chez moi, mes parents ont pris rendez-vous. Ils ont pris rendez-vous? Bon. Entre les petits bobos et les questions d'emploi du temps, ils sont très sollicités. Je me suis réveillée à 3h45 du matin pour aller aux toilettes. Et du coup, j'ai pas réussi à me rendormir. Ici, on ne parle pas de surveillants, mais d'éducateurs. Présents de 8h30 du matin à 19h, ils encadrent les élèves par niveau. Moi, je me considère un peu un coach, là au milieu. Hein, voilà. C'est surtout les accompagner dans leur quotidien et les diriger, et les rassurer souvent. Leur rôle est central. Ils sont des personnes ressources pour les jeunes et veillent à leur épanouissement personnel au sein de l'établissement. Ils font également le lien avec les parents. Entre cours de récré et temps d'études, ils incarnent un savant mélange d'autorité, mais aussi de proximité et de bienveillance pour faire grandir les enfants. Si j'arrive à passer quelques notions comme ça essentielles, avec la fameuse phrase de morale le soir ou des choses comme ça, je suis sûr de les aiguiller pour plus tard, de leur donner quelques codes pour traverser l'existence. Aujourd'hui en France, on a rendu hommage aux 2 soldats français qui sont morts en opération. Ces gars-là, ils ne sont pas morts pour rien, ils sont morts pour notre liberté. Okay ? Dans cet établissement, les adultes ont un rôle éducatif central, mais pas seulement. Ils découvrent des adultes autres que papa et maman, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'ils se confrontent à progressivement converser, discuter, négocier avec des adultes autres que ceux de la cellule familiale. Et ça, je trouve que c'est très formateur. Ça donne aussi ce sentiment d'inviter le jeune à aller vers un partenariat avec l'adulte, une relation de confiance. Dans ce campus de 600 élèves où près de 85% sont internes, l'adulte est d'autant plus présent et important pour les jeunes, car une grande partie de leur vie se passe dans ces murs. Pendant les cours évidemment, les repas 3 fois par jour, mais aussi le soir et la nuit. Une ambiance calme. Quand les enfants arrivent à l'internat, c'est un autre éducateur qui prend le relais pour la nuit. On se met au lit les garçons, vite. Un moment de la journée où les angoisses peuvent remonter, surtout chez les plus jeunes. On leur parle comme si on parlait à nos parents. Ils nous écoutent assez bien. On peut lui dire, par exemple, si on a eu un problème, si on a trouvé une punition que quelqu'un nous a embêté, il va nous écouter. Bonne nuit, à demain. On a des rapports particuliers, des liens très forts. On est là pour eux tout le temps, donc ils parlent beaucoup plus facilement qu'aux autres éducateurs. Donc on a quand même beaucoup de choses qui nous sont dites le soir par les élèves. Et plus ils grandissent, plus les jeunes sont invités à s'investir dans la vie de leur internat. Tu t'en vas? Oui, je vais à Lyon, je reviens samedi. Ah, c'est bien. Fiti et Mélissa sont en seconde, mais pourtant dès 19h, elles deviennent maîtresses d'internat. Alors ici, les filles, il faut se coucher. Une manière d'apprendre aussi à ces adolescents le sens des responsabilités et de les amener à devenir plus autonomes. Je suis quelqu'un de serviable et qu'après que j'essaye quand même de garder des bonnes relations avec mes amis parce que la journée je suis leur amie et tout, je suis tout le temps avec elles, donc et après le soir je suis leur maîtresse d'internat. Des fois c'est un peu compliqué à gérer, mais pour le moment j'arrive à gérer cette barrière. Elles savent que quand je suis à l'internat, je ne suis pas Mélissa, je suis leur maîtresse d'internat. Une question d'autant plus importante que certains internes restent ici tous les week-ends. Cet apprentissage passe aussi par la gestion des sanctions. Suite à l'acte que tu as posé, acte de violence avec lequel tu sais qu'on n'est pas d'accord, je t'ai demandé de prendre ce temps de réflexion à partir de ce document. Bernard et l'équipe éducative appliquent ce qu'ils appellent ici l'arrêt sous l'arbre. Je pose un regard sur ma situation, je prends du recul de façon à pouvoir, à partir de textes, une réflexion, etc., trouver d'autres opportunités, d'autres portes ouvertes pour arriver à ma décision que j'essaie de mettre en application. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que les élèves qui ont réfléchi seuls face à eux-mêmes à l'aide de ce document, lorsqu'ils en arrivent à leur décision, c'est leur décision, ce n'est plus la décision pour faire plaisir à l'adulte, et généralement il y a peu de récidives derrière. La maîtrise de moi, ça je sais depuis des années qu'il faut vraiment que j'apprenne
à me maîtriser. C'est un moyen de donner des repères à ces jeunes pour qu'ils se construisent et deviennent des adultes responsables, avec un esprit critique. C'est pas vraiment une forme d'autorité, mais plutôt une forme de médiation. Donc on sera pas dans comment dire, avec quelqu'un qui se place au-dessus des autres. C'est plutôt les personnels éducatifs essayent de se placer au même niveau que les élèves pour éviter de créer des situations de malaise et donc de créer un blocage. Dans ce lycée lassalien, cette gestion des sanctions, c'est aussi une forme de première annonce. La pastorale, pour moi, c'est l'éducation de la personne. C'est l'approche à cette attitude que le Christ nous invite à vivre, qui est dans ta vie, prends le temps de t'arrêter, de méditer, de réfléchir pour pouvoir construire du meilleur. Au campus Saint-Christophe, toute l'équipe s'attelle donc chaque jour à éduquer ses enfants dans leur globalité. Bien plus qu'un établissement scolaire, c'est un lieu de vie et d'épanouissement pour tous ces jeunes. Alors vous avez pu découvrir dans les 2 derniers reportages les aspects saillants de l'éducation lassalienne. Vous avez pu voir comment aujourd'hui les éducateurs mettent le charisme de Saint Jean-Baptiste de la Salle concrètement en œuvre. Alors nous sommes maintenant à l'auditorium du lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Reims. Dans quelques instants, ici, des éducateurs justement vont témoigner de la façon dont aujourd'hui ils portent les intuitions et le charisme de Saint Jean-Baptiste de la Salle. Il y aura également frère André-Pierre Gauthier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes aujourd'hui professeur de lettres dans un établissement en Seine-Saint-Denis, fondé, me semble-t-il, il y a 3 siècles par Jean-Baptiste de la Salle lui-même. Absolument. L'établissement s'appelle La Salle Saint-Denis, 2450 élèves, pas très loin du Stade de France, pas très loin de la Basilique des Rois de France. Un établissement avec une très grande mixité sociale et un établissement très ancré dans la vie non seulement de la ville de Saint-Denis, mais aussi de ce département 93, un établissement dans lequel il fait très bon vivre. Est-ce que Jean-Baptiste de la Salle s'y retrouverait aujourd'hui ? Jean-Baptiste de la Salle s'y retrouverait aujourd'hui sans doute. Sans doute, c'est une bonne question. Il faut se la reposer régulièrement d'ailleurs. Il s'y retrouverait parce que, en fait, les jeunes et les parents qui fréquentent cet établissement, je crois qu'ils ont d'abord besoin de sécurité. Ils ont besoin qu'on puisse leur dire que l'avenir est possible. Et que quand on est né, quand on a grandi dans une banlieue, dans une famille plus populaire peut-être, dans une famille de culture étrangère, eh bien, on peut grandir et on peut trouver à s'intégrer dans ce pays, dans un emploi, faire son trou, faire sa place. C'était le grand projet de la Salle. Vous parliez de la mixité que vous vivez dans votre établissement. Comment ces gens, peut-être d'une autre culture, d'une autre religion aussi, accueillent ce charisme lassalien ? Qu'est-ce que c'est que le charisme lassalien ? C'est réussir. C'est permettre à un gosse de réussir. C'est faire que des parents n'investissent pas à fond perdu, pas seulement l'argent, mais aussi toute leur tendresse de parents. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils viennent chez nous ? Eh bien, ils viennent chez nous parce qu'ils pensent qu'ils seront dans de bonnes conditions pour réussir, parce qu'en ce lieu, il va y avoir des adultes, depuis l'accueil de l'établissement jusqu'au chef d'établissement, en passant par les différents personnels, il y a des adultes qui auront, pour la plupart et en très grande majorité, envie d'être au service, de rendre service à ces jeunes et de leur permettre de faire un petit bout de chemin dans leur enfance, pour le primaire, dans leur adolescence, aussi dans leur entrée dans l'âge adulte pour les post-bac que nous accueillons. On parle beaucoup de communautarisme aujourd'hui et plus précisément dans votre département. Ça se vit ou pas au sein de votre établissement ? Ça ne se vit pas, ça pourrait se vivre. C'est un équilibre très, très fragile, un peu précaire. Il faut que nous soyons toujours très attentifs parce que les jeunes ne laissent pas à la porte de l'école ce qu'ils sont. Ils ne laissent pas leur joie, leurs soucis, leur culture, leur religion. Et c'est à nous d'essayer de prendre en compte, et je crois que c'est ça le talent de l'école catholique, plus largement que l'école lassalienne d'ailleurs, c'est d'accueillir l'enfant avec tout ce qu'il est, convictions comprises, situation familiale comprise, pour qu'en ce lieu, il puisse les dire, il puisse les partager, il puisse les confronter, et que peut-être au fil des années, on apprenne un peu mieux à vivre ensemble. Mais encore une fois, cet équilibre doit toujours être retravaillé par le projet que les adultes ont sur cet établissement. On voit à quel point aujourd'hui le charisme lassalien résonne partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Il résonne, c'est le bon mot.
Il résonne, c'est-à-dire qu'il y a une musique qui est partie il y a 3 siècles, dans un milieu précis, dans un contexte situé, et puis sous nos yeux, le développement de ce charisme, le développement de cette intuition qui rejoint les cultures pour une raison qui me paraît assez simple. Parce que, de même que les frères, leur ADN, c'est de rejoindre le jeune. C'est de se mettre le plus près possible de sa hauteur. Bien, je crois que nos écoles, dans les lieux où elles sont, dans les banlieues, dans les pays étrangers, essayent de rejoindre les gens là où ils sont, leurs besoins, ce qu'ils sont, sans vouloir d'abord imposer ce que nous sommes. Et peut-être qu'il y a un talent particulier, et je dirais assez largement dans l'école catholique, mais dans la tradition lassalienne, que d'être à l'écoute des besoins des gens vers lesquels nous allons. Un charisme qui peut donc rejoindre d'autres religions également. Un charisme qui peut rejoindre d'autres religions, parce qu'à la fois nous disons qui nous sommes, nous ne cachons pas la centralité du Christ dans notre projet. Nous ne cachons pas que Jean-Baptiste de La Salle est un chrétien et que l'audace qu'il l'a portée, il l'a puisée dans l'Évangile. Et en même temps, parce que nous sommes catholiques sans doute, chrétiens plus largement, d'autres religions sont pour nous des religions sœurs, les autres croyants sont des frères, et il n'y a aucune difficulté, et pour eux et pour nous, parce que l'on met le jeune au centre. Frère André Pierre Gauthier, merci beaucoup. Merci. Comment aimanter nos collègues? Comment faire pour que, au quotidien des jours, certains collègues perçoivent qu'il y a un style éducatif, un style lassalien qui ne se définit pas. Regardons notre fondateur. A-t-il fait de grands développements théologiques, pédagogiques, didactiques? Pas vraiment et pas d'abord. Il a accompagné des hommes. Son œuvre est d'avoir accompagné des vies. Derrière moi, le premier établissement fondé il y a plus de 300 ans par Jean-Baptiste de La Salle. À l'époque, il n'y avait que des frères des écoles chrétiennes pour éduquer les élèves. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Dans le monde, 4500 frères des écoles chrétiennes collaborent avec 90 000 laïcs. Alors aujourd'hui, comment les frères des écoles chrétiennes continuent-ils à vivre leur vocation? Reportage à Passy-Buzinval. Il est 8h ce matin. Au portail de l'établissement de Notre-Dame de la Gare dans le 13e arrondissement de Paris, frère Bruno est déjà sur le pont. Il est très gentil Il est une présence auprès des jeunes, oui bien sûr, sous toutes ses formes, à la fois pour rigoler ou pour travailler, mais être présent avec eux, oui. Mais aussi avec les adultes, aussi la même chose aussi avec les adultes. Hein. Pour en savoir plus, il faut se rendre dans un endroit souvent très mystérieux pour les élèves, la salle des profs. Bonjour. Ça va, le week-end était bon? C'est bon. C'est une personne qui est imprégnée de cet esprit, de cette histoire de l'établissement, et je pense qu'il soit là tous les jours et qu'on le voit tous les jours aussi est important dans ce sens-là, parce qu'il rappelle où est-ce qu'on est. Et puis on le voit tout le temps dans la cour, c'est pas quelqu'un qui est dans son bureau, qui fait ses choses de son côté, il est dans la vie de l'établissement au quotidien. Les livrets qu'on avait à Reims, vous voulez les récupérer? Moi, je on va repartir avec à la rentrée. C'est notre caractère propre. On ne peut pas imaginer un établissement catholique sans présence des frères. Alors là, c'est... Par leur simple présence, les 4 frères présents à Notre-Dame de la Gare incarnent donc cet esprit lassalien qu'ils cherchent à transmettre au personnel éducatif laïque. Ça fait déjà plusieurs années que les frères ne sont plus tout seuls à travailler dans un établissement. Ils partagent la mission avec des laïcs. Et cette mission, faut la faire connaître. Il
Les nouveaux professeurs, par exemple, ils ont une journée, 2 journées dans chaque délégation pour simplement apprendre pourquoi ils viennent dans cet établissement-là, pour mieux comprendre qui est Jean-Baptiste Lassalle, l'esprit dans lequel se développe cette pédagogie, ce système, ce style, cette pensée dans les établissements. Pour pérenniser ce charisme, la collaboration entre frères et laïcs est essentielle. Nous le constatons de nouveau dans cet établissement de Passy-Buzinval, dans l'ouest parisien. Comme tous les 4 ans, se réunit l'AMEL, l'Assemblée de la mission éducative lassalienne. Son objectif, définir les orientations de tout le réseau lassalien pour les prochaines années. Les laïcs y occupent une bonne place. Sur les 80 personnes présentes, 2 tiers des effectifs. Face à une crise des vocations sans précédent, les frères des écoles chrétiennes préparent pourtant le terrain de la transmission depuis une 40aine d'années et favorisent les lieux de rencontre avec les laïcs pour qu'ils s'imprègnent de cet esprit. On a besoin les uns pour les autres de se tirer vers le haut. Et si vous ne pouvez pas rassembler des gens qui sont en situation difficile, ils ont besoin d'exemples et ils ont besoin d'être stimulés. Moi j'ai des enfants qui arrivent en CM1, CM2, ils sont d'un niveau de grande section maternelle. Ils ne lisent pas. Ils arrivent au collège. Qu'est-ce qu'un enseignant fait de collège avec un enfant qui ne sait pas lire? On n'est pas formé pour ça. Donc à Oscar Romero, on connaît ça, on a une expérience de ça. Une question se pose pourtant. Peut-on maintenir l'identité lassalienne sans aucun frère en établissement? Cette situation, Sandrine l'a connue à Notre-Dame-de-la-Gare. Entre 1999 et 2012, les frères n'habitaient plus sur place. D'avoir connu avec et sans frères, je dirais que la différence, c'est que nos regards se tournent sur les intérêts communs, sur le bien commun, sur le collectif, sur le vivre ensemble, plus qu'il ne l'était avant. Voilà, c'est cette force-là qu'incarnent les frères, c'est garder le cap. Je dirais presque garde-fou qui doit tous, nous, laïcs, nous rappeler qu'on est avant tout dans ce projet éducatif spécifique chez Lassalien. Ainsi, cette petite fraternité s'est réunie à Rueil-Malmaison chez Raphaël, directrice de l'enseignement supérieur dans l'établissement de Passy-Buzinval, et autour de Frère Pierre. Au programme, prière et partage. C'est parfois difficile pour eux comme pour nous, tout le monde est fatigué, énervé. Ce sont des moments qui sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de nous ressourcer. Alors j'ai ma vie de famille bien sûr, j'ai ma vie sociale, personnelle, mais j'ai besoin aussi en tant que chrétienne d'avoir ces moments de partage avec des collègues qui ont les mêmes problématiques, ou pas d'ailleurs, mais on partage nos problématiques. Toujours à la lumière de l'Évangile, à la lumière de textes fondateurs de Jean-Baptiste de Lassalle. Et ça nous permet de repartir régulièrement de l'avant. Je suis très intéressé et très touché par cet esprit de communauté qui existe chez les frères. Et le fait de le vivre aussi, et en particulier avec des frères, ça c'est intéressant. Comme on se tourne vers un père, quand on se tourne vers un grand frère qui a son expérience, et qui nous dit oui, on est bien d'accord ou pas. Et c'est bien dans ce passage de la tradition et de l'expérience que se noue le rapport entre les frères et nous. C'est quand même toujours les mêmes qui font La soirée finit par un barbecue, un moment de fraternité très cher à l'esprit lassalien qui cherche à prendre en compte toutes les dimensions de la personne, le corps, l'âme et l'esprit, à l'école comme dans la vie. Nous sommes dans la cour de Saint-Jean-Baptiste de Lassalle à Reims. C'est le premier établissement fondé par Jean-Baptiste de Lassalle il y a plus de 300 ans. Alors, à l'époque, les élèves étaient éduqués uniquement par des frères des écoles chrétiennes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On retrouve Bénédicte Bernard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes mère de famille, vous avez été professeur et aujourd'hui, vous êtes en charge de la tutelle. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Missionné par le frère visiteur, j'accompagne les établissements des Hauts-de-France et de Reims. Je les accompagne de quelle façon ? Je les visite, j'accompagne les chefs d'établissement, j'accompagne l'établissement dans toutes ses dimensions, quand il va bien, quand il ne va pas bien. Nous recrutons les chefs d'établissement
qui sont nommés et missionnés par le frère visiteur. Je fais partie, j'anime un conseil local d'animation lassalienne parce que je ne travaille pas toute seule. Donc j'ai un conseil de délégation des chefs d'établissement, 5 chefs d'établissement autour de moi. Et puis nous réfléchissons à l'animation de la délégation pour mettre en œuvre les orientations de la mission éducative lassalienne. Alors, à votre droite, frère René Gintric, c'est vous, le visiteur pour la France, c'est-à-dire, au fond, vous êtes à la tête des frères des écoles chrétiennes. Je suis responsable, effectivement, des frères d'abord, des 300 frères qui vivent en France, et puis de tout le réseau éducatif dont vient de parler Bénédicte. Nous avons donc la responsabilité d'accompagner ces laïcs que nous avons nommés au fil des années pour nous rejoindre dans la mission. Pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de faire appel à des laïcs non consacrés justement pour continuer à propager le charisme lassalien? Quand on appelle des laïcs à une mission lassalienne, c'est une manière pour eux aussi de cheminer dans une consécration. Alors, pas une consécration religieuse, mais une consécration pour la mission. Et on peut parler aujourd'hui de ministère éducatif. Bénédicte, ça vous permet aussi de cheminer. Qu'est-ce que vous apporte cette collaboration, vous, avec les frères ? Je crois que dans notre itinéraire de vie et dans notre itinéraire de foi et notre itinéraire d'éducateur, eh bien, nous grandissons. Et je crois que se mettre au service pour la mission lassalienne, avec la figure de Jean-Baptiste de Lassalle et avec les frères avec qui nous cheminons et qui nous nourrissent et avec qui nous partageons aussi la prière, des temps de retraite, eh bien, notre foi et ce pourquoi nous travaillons prend beaucoup de sens. Alors vous le disiez, parfois il y a des établissements où il n'y a aucun frère, hein. C'est bien cela, frère Jean-René. Alors comment ça se passe dans cette situation ? Dans cette situation où il n'y a plus de frères, c'est simplement le directeur nommé ou la directrice nommée qui assume ce projet lassalien à travers sa responsabilité. Alors, bien entendu, elle ne l'assume pas, il ou elle ne l'assume pas tout seul, c'est avec l'aide d'un conseil de direction que le directeur est chargé de nommer et avec qui il doit travailler. L'importance aujourd'hui dans nos établissements, c'est le conseil de direction d'une part et d'autre part la manière bien sûr dont est géré l'établissement. Cette manière de gérer, de diriger, d'animer un établissement s'inspire toujours du projet initial de Saint Jean-Baptiste de Lassalle et de la conduite des écoles. Alors justement, Bénédicte, comment est-ce qu'on vous a formé à ce charisme lassalien, à cette figure de Jean-Baptiste ? Et qu'est-ce que vous en avez appris ? Qu'est-ce que vous pouvez nous partager ? Je crois que comme beaucoup d'adultes qui travaillent dans le réseau lassalien, dans un de nos établissements, j'ai suivi cet itinéraire de formation implicite ou explicite. Le centre lassalien de formation, il y a plus de 20 ans. On en est à la 32e promotion de laïcs qui sont formés au charisme. Je dis souvent que la figure de Jean-Baptiste de Lassalle nous amène au Christ. On a cette chance d'avoir cette figure de Jean-Baptiste de Lassalle comme modèle, comme guide. Et Jean-Baptiste et les frères qui ont suivi Jean-Baptiste. Et elle nous aide. Enfin, moi personnellement, j'ai été élevée dans une famille chrétienne, mais c'est vrai que ma foi s'est révélée dans mon acte d'éduquer et de diriger des écoles et de plus en plus dans la mission qui m'est confiée aujourd'hui.
Cette figure, elle nous ramène au Christ et les frères m'ont fait découvrir tout cet amour de Dieu. Les frères nous ont toujours accueillis comme nous étions. On l'a entendu hier soir d'ailleurs dans certains témoignages. Et je me suis vraiment retrouvée là parce que nos itinéraires de vie et de foi, comme chaque être, ne sont pas linéaires. Et je crois moi que depuis 25 ans, ça n'a fait que grandir en moi. Voilà. Donc cette spiritualité, la salienne, est venue me nourrir en tout cas pour ma mission. Voilà. Frère Jean-René, on vient d'entendre le témoignage de Bénédicte. Est-ce qu'au fond, le message de Jean-Baptiste de La Salle aujourd'hui, il peut encore parler, il peut encore interpeller des éducateurs que vous recevez qui sont peut-être un peu éloignés aussi de l'Église et du schéma éducatif que vous proposez? Saint Jean-Baptiste de La Salle énonce un certain nombre de principes par rapport bien sûr aux frères qu'il est en train dans la société qu'il est en train de mettre en place, qu'il est en train de constituer. Alors il dit en particulier, vous exercez un métier qui vous met dans l'obligation de toucher les cœurs. Mais toucher les cœurs pour un éducateur aujourd'hui, c'est essentiel. Et c'est là qu'on retrouve justement l'itinéraire du fondateur. D'autre part, pour ouvrir les voies de l'Évangile. Pour Saint Jean-Baptiste de La Salle, c'est clair, l'école doit conduire à Dieu. Il ne fait pas ça pour faire du social, de l'éducation sociale. Il fait ça dans le contexte, dans un contexte précis d'une époque, pour conduire à Dieu. Mais pour conduire à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement aujourd'hui, dans notre société compliquée, c'est ouvrir les voies de l'Évangile. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'il l'ait en abondance, dit Saint Jean, rapportant les paroles du Christ. Aujourd'hui, tout éducateur, quel qu'il soit, peut entendre cette parole. Merci beaucoup, frère Jean-René. Merci beaucoup, Bénédicte. Au lendemain de leur pèlerinage à Notre-Dame-de-Liesse, les élèves ont pu participer ici à la cathédrale de Reims à une grande messe célébrée par l'archevêque Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Un temps pour rendre grâce à Dieu pour le don du charisme lassalien laissé au monde d'aujourd'hui. Celui donc qui se fera humble, comme ce petit enfant, est le plus grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Jean-Baptiste, lui qui était un homme plutôt fortuné, il acceptait de dépendre de la générosité de bienfaiteurs, parfois encombrants. Il est devenu comme un petit enfant en vue du royaume de Dieu. Lui qui avait une place bien faite, lui qui avait une voie devant lui toute tracée, il a accepté de beaucoup perdre et de se laisser complètement déplacer, de se laisser remettre en cause de toutes sortes de façons, pour répondre à ce que Dieu attendait de lui. Prions tous ensemble et demandons, par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de La Salle, que Dieu fasse toujours se lever des éducateurs qui ne cherchent pas, qui ne se contentent pas de former de futurs professionnels, mais des hommes et des femmes libres et responsables.
Et c'est avec les images de la messe célébrée par l'archevêque de Reims, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, que se termine cette émission, là où tout a commencé, ici, à l'hôtel de la Salle à Reims. Alors j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir la figure de Saint Jean-Baptiste de la Salle et le charisme et les intuitions telles qu'elles sont portées aujourd'hui dans les établissements lassaliens. Merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser cette émission, à commencer par les frères des écoles chrétiennes. Merci à toutes les équipes techniques de KTO. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. On se retrouve très bientôt sur KTO.